Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Haïti 2042, les possibles futurs. Le futur d'hier, Amanda Coty. Je regardais, fasciné, l'appareil. C'est quoi? Demande déjà Roger, mon ami. Une machine à voyager dans le temps, mais seulement dans le futur. Et ça marche? Oui, mais elle fait seulement des bonds de 25 ans. Pas intéressant, dis-je, dépité. Mais essaie de comprendre. Si tu sais ce que sera le futur, tu peux revenir et te faire voyant, écrivain, révolutionnaire, etc. Cela pouvait rapporter gros, pensais-je. Et il n'y a pas de risque si j'essaie. On revient automatiquement à son point de départ dans quelques heures. Et pourquoi toi, tu n'y vas pas? Fis-je remarquer, prudent à Roger. Il faut quelqu'un ici pour surveiller la machine. Ok, je te fais confiance. Es-tu prêt? Je suis prêt, dis-je, me jugeant un peu fou de faire confiance ainsi à mon ami. Il pressa le bouton de mise en marche. Mesdames et messieurs, voici un livre qui envoie de bons signaux sur l'avenir de la pensée et de la littérature en Haïti. Des jeunes ont été rassemblés, des jeunes ont été réunis sous l'égide de Gary Victor, à travers son centre culturel, sous l'égide de la PROF, l'Association des profs de français d'Haïti, pour organiser un grand concours de nouvelles, tout ceci chapeauté par ces 3 éditions. Je reçois sur ce plateau aujourd'hui, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de bonheur dans le cœur, 4 des jeunes qui font partie de ce recueil collectif. Ma première invitée s'appelle Amanda Coty. Mademoiselle a 17 ans. Ça va bien? Oui, ça va. Et pour vous? Je suis toujours dans le bonheur. On m'appelle Gadon Bonheur. Amanda Coty, tu as 17 ans. Qu'est-ce qui t'a pris, qu'est-ce qui t'a piqué comme mouche un bon matin pour que tu te dises, ce concours de nouvelles m'intéresse, je vais participer? Bon, normalement, ce concours, au premier abord, cela ne m'intéressait pas. Mais ce que j'avais besoin, c'est d'une critique objective de mon œuvre. Parce que j'ai commencé à écrire depuis toute petite, depuis l'âge de 7 ans. Donc, ce concours, en fait, le concept de ce concours, cela m'avait tout de suite intéressé. Et quand j'ai vu le panel de jury, j'ai vu Yannick Lyons, j'ai vu Étienne Aurémile. Donc, ça m'a beaucoup plus poussé à participer à ce concours parce que je voulais que des gens qui ne me connaissaient pas du tout fassent une critique objective de mon texte. Et si j'arrivais, en fait, c'est ce que je m'étais dit en participant à ce concours, si j'arrivais au moins à faire partie des 12 lauréats, c'est parce que je l'aurais mérité. Donc, et je suis très contente de faire partie des 12 lauréats de cette 4e édition. Oui, il est vrai que tu es bien là parmi les 12 lauréats. Haïti 2042, les possibles futurs. Là, tu as dit mon œuvre. Mais les gens ont entendu l'extrait que je viens de lire là, qui est l'incipit rédigé par l'écrivain Gary Victor, qu'on a reçu plusieurs fois sur ce plateau. Peux-tu toi-même maintenant nous lire un extrait de ton texte? Je rappelle l'exercice, Gary Victor a proposé l'incipit et il était demandé aux jeunes de continuer le propos de Gary Victor. Donc, peux-tu nous lire un extrait de ton propre texte? D'accord. Ce pays me donne de plus en plus la nausée. Mon amour de la patrie a fait place à une haine nationale. Je la ressens à chaque fois que je déambule dans ces rues et que je remarque que notre descente aux enfers est de plus en plus imminente. Et moi, jadis, un si fervent patriote. Aujourd'hui, je ne me reconnais plus. À vrai dire, je ne reconnais plus Haïti. Qu'est-il arrivé à cette perle que je chérissais tant? Cette terre-là m'est étrangère.
même notre nourriture locale me laisse un goût amer à la bouche. Voici donc un extrait poignant où ton personnage dit que ce pays me donne la nausée. On va faire un petit glissement, on va passer de ton personnage vers toi, l'auteur. Est-ce qu'à 17 ans, tu trouves que ce pays te donne quelque peu la nausée? En fait, j'ai écrit ce passage, c'est justement pour donner un possible avenir d'Haïti. J'ai puisé cet avenir dans notre situation actuelle. Donc, il y a certaines réalités qui ont été peintes dans mon texte. Et c'est à partir de cette réalité que j'ai fait une sorte de projection d'un possible futur d'Haïti. Donc, il y a certains aspects de notre réalité que si on persiste dans ces pratiques, dans les mauvaises pratiques que j'ai peintes, donc cela pourrait dégénérer. Et c'est cette dégénération qui a donné au personnage la nausée. Il faut dire que ton récit est bien ficelé. Tu as le personnage du père avec le personnage du fils et la mère qui paraît être la femme rationnelle du foyer parce que le père, il alimente l'imaginaire de son fils. Il lui dit que c'est possible de faire des bonds dans le temps. Donc ton personnage, le fils, comment tu l'as construit? Le fils. En fait, le fils, je dois dire que c'est un garçon tout à fait ordinaire. Donc, son père, c'est à peu près, c'est son idole. Donc, il l'a toujours admiré. Donc, son père voulait lui communiquer l'optimisme. Parce que, avec la situation que j'ai peinte d'Haïti en 2042, c'était une situation vraiment chaotique. Donc, la mère du petit, elle voulait que son fils soit vraiment imprégné de la réalité de son pays. Et il voulait que toutes les actions de son fils soient en rapport avec cette réalité. Mais son père, lui, n'était pas vraiment d'accord. Il voulait que son fils ait de l'ambition, que son fils rêve grand. Donc, c'est pour cela qu'il lui a raconté cette histoire. Donc, il voulait communiquer de l'optimisme à son fils. Et on sent aussi des fois une intervention de personnages secondaires. Tu as par exemple cette vieille dame qui est assise sur sa chaise à bascule. On a l'impression que cette vieille dame intervient comme un ovni dans ton récit. En fait, cette vieille dame, je l'ai insérée dans l'histoire, c'est pour ajouter un peu de mystère dans l'histoire. Parce que j'ai toujours aimé ces types de nouvelles qui laissent le lecteur énigmatique. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est ce que j'ai voulu essayer. Donc, c'est pour cela que j'ai inséré ce personnage, pour apporter cette petite touche de mystère et pour que je puisse faire la chute, parce que c'est dans la chute qu'interviendra ce personnage-là. Oui, absolument. Est-ce que tout cela correspond à ta jeune vision de la littérature? Est-ce que pour toi, écrire, c'est vraiment trafiquer l'existant? C'est proposer un nouveau monde. C'est exactement ça. Parce que je suis pour une littérature un peu éclectique, une littérature universelle qui est portée sur l'imaginaire. Donc, je voulais proposer mon monde, ma littérature, mon écriture. Et Haïti 2042, c'est quand même un titre qui dit beaucoup de choses. Toi, au-delà de ton récit, Haïti 2042, comment tu vois ce pays? Quand tu fermes tes yeux là maintenant et on te dit Haïti 2042, quel âge auras-tu déjà en 2042? En 2042, je crois que j'aurai 30... C'est dans 25 ans 2042? Oui, 25 ans 2042. Donc j'aurai 42 ans. Ouais, mais tu seras toute jeune. Donc quand tu auras 42 ans en Haïti en 2042, que feras-tu? Donc, je crois que j'aurai terminé mes études, j'aurai un métier. Oui, ça c'est vrai. Donc, j'aurai déjà de très bonnes années de carrière. Mais seras-tu écrivaine professionnelle à plein temps, comme Yannick Laens, comme Kate Limars, que tu adules, il me semble, ou vas-tu écrire accessoirement? Je crois que je vais écrire accessoirement parce que j'ai l'intention d'étudier un métier beaucoup plus, je dois dire, un peu stable. Parce que malheureusement, le métier d'écrivain ne suffit pas à nourrir. Donc, je vais apprendre un métier stable et je pourrai toujours continuer à écrire. Donc,
Je pratiquerai le métier accessoirement. Accessoirement. Et ceci vous sera dévoilé au temps voulu. En attendant, sachez une chose. Les esprits vous observent, Hervé Sicard. Vous leur avez tapé dans l'œil. Ne leur faites pas regretter de vous avoir sauvé la vie. Maintenant, une partie de votre mémoire va être effacée. Zébélé Woyo, Zébélé Woyo. Qu'est-ce que c'est Zébélé Woyo? En fait, je ne sais pas. En fait, j'ai voulu insérer des dialectes africains. Mais comme je ne m'y connaissais pas vraiment, donc je pourrais dire que j'ai un peu inventé le concept, inventé le terme. Donc Zébélé Woyo, c'est tout droit sorti de mon imagination. Et en même temps, tu fais des clins d'œil à Awoyo Loco, et Tambou battre la catao, ou Edo chanter, ou à relever. Mais qu'est-ce que tu as comme influence littéraire pour vouloir inclure des éléments vaudou, mystiques, mystérieux dans ton récit? Bon, comme influence littéraire, avant d'insérer ces dialectes africains ainsi que le nom de ces dieux dans mon récit, je m'étais d'abord documentée. Donc, j'ai lu beaucoup de livres sur la culture, sur le vaudou, etc. Donc, j'ai d'abord pris le nom des dieux que je voulais insérer. Et c'est à partir de ces lectures que j'ai inventé justement le terme Zébélé Woyo, et que j'ai réussi à construire cette phrase que vous avez lue. Voilà. Et en excipit carrément, tu as un personnage qui dit « Je suis Smen, gardienne du temps et de l'espace, plus pour très longtemps ». Est-ce que pour toi, même les êtres, on va dire, qui sont dans la transcendance, qui gardent le temps et l'espace, est-ce que ces êtres-là sont pour toi des entités finissables? Est-ce que pour toi, l'infini est une fiction de l'esprit? Exactement. Je crois que l'infini est une fiction de l'esprit parce que pour moi, en fait, je suis une croyante. Quand tu dis croyante, attention, il y a beaucoup de dieux. Je crois il y a beaucoup de dieux. Je crois en Dieu avec un grand D. Mais le Dieu chrétien, le Dieu chrétien, justement. Le Dieu chrétien. Mais il y a beaucoup de dieux, tu sais, oui, Amanda. Voilà. Je crois au Dieu chrétien. Okay. Donc, pour moi, je pense que rien n'est éternel à part ce Dieu-là. Donc, toutes les entités, même l'infini pour moi, c'est finissable. Ouais, donc en fait, il n'y a que Dieu, le Dieu chrétien, on précise, qui soit infini. Mais j'aime beaucoup le personnage de la mère dans ton histoire. Ta mère a beaucoup d'autorité dans l'histoire. Quand le père veut faire vagabonder l'esprit du jeune, elle est toujours là pour resserrer les nerfs, pour rétablir la raison. Est-ce que ça correspond à ta vision de la femme? Est-ce que pour toi, une femme, c'est d'abord un être d'autorité? Pour moi, la femme, c'est un être d'autorité et c'est aussi un être de douceur. Donc, elle doit savoir concilier les deux. Mais j'ai réussi à construire le personnage de la mère. C'est en référence à ma propre mère. Dis donc quand ton père, M. Kouti, voulait faire des folies avec toi, ta mère était toujours là pour resserrer les bornes. En fait, on peut dire ça en quelque sorte parce que ma mère, elle a toujours su concilier l'autorité et la douceur. Donc, et sans elle, je n'aurais jamais pu être ici. Donc, ouais. J'en profite pour la remercier et pour lui dire que je l'aime beaucoup. Tu es en réto au collège Marie-Esther, tu as 17 ans, non? Je suis en terminale. Tu es en terminale, pardon. Tu vois le lapsus, pourquoi je t'ai mis en réto? Tu es en terminale, tu vas passer ton bac prochainement. Quand une jeune fille a 17 ans, qu'elle est parmi les lauréats d'un concours de nouvelles, qu'elle va passer son bac prochainement, qu'elle a des parents adorables, qu'est-ce qu'elle lit dans sa vie? Quelles sont ses lectures? En fait, mes lectures sont diverses parce que j'aime beaucoup la diversité. Donc, je lis des auteurs haïtiens tels que Gary Victor, Kate Moss, Margaret Papillon, mais je lis aussi des auteurs venus d'ailleurs tels que John Grisham, Agatha Christie et Dan Brown. Oui, Agatha Christie, c'est pas de la petite bière. Hein. Moi, quand j'avais ton âge, elle avait exercé sur moi une influence pas possible. Et Gary Victor nous a tous piégés. Il nous a volé notre adolescence. C'est l'écrivain haïtien qui a volé l'adolescence de tellement de jeunes. Moi, j'ai adoré lire Gary Victor pendant toute ma jeunesse. Et c'est bien qu'il ait organisé ce concours. Alors, Haïti, 2042, les possibles futurs. Tu restes une femme optimiste, une jeune fille optimiste sur l'avenir d'Haïti? Oui, je suis très optimiste parce que je crois qu'Haïti peut redevenir la perle qu'elle a été si seulement elle pouvait changer sa mentalité. Voilà, ce qu'il faut, c'est un changement de mentalité. Merci Amanda Kouti.
Je rappelle que tu fais partie des 12 lauréats du concours de nouvelles qu'organise la prof avec Gary Victor via son association Les Possibles Futurs. Ma première invitée, Amanda Coty. Je reçois maintenant une deuxième invitée en vous laissant respirer avant. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. À bord de la Jeep se trouvaient 3 hommes au teint noir, tous 3 frisant la trentaine. L'un barbu et maigre, les 2 autres plutôt robustes et à l'air sévère. Le premier conduisait l'engin. Les autres, debout à l'arrière, semblaient s'amuser de voir le tout dernier personnage de la scène se dérober devant eux avec tant d'obstination, tel un animal traqué. Plus vieux, celui-ci portait un t-shirt délavé et paraissait efflanqué comme un âne famélique. Lui avait un teint clair et sa chevelure abondante luisait au soleil. Ses mèches de cheveux, agitées par les mouvements vigoureux de son corps, se balançaient de toutes parts avant d'échouer sur son front en sueur et d'y rester collé tout emmêlé. Que signifiait donc ce cirque? Je ne pensais plus à héler au secours, du moins pas avant d'avoir saisi le sens de toute cette mascarade. Prudemment, je me glissai derrière une touffe d'herbe pour mieux observer la scène tout en évitant de me faire repérer. Malheureusement, j'entendis presque au même moment une exclamation victorieuse du côté des assaillants. « Meillons l'autre !» Un autre? De quoi voulait-il parler? Je me redressai prestement sur mes jambes, inquiet et indécis. Devais-je fuir également? L'homme au teint clair, poursuivant sa course, me remarqua avec stupéfaction. L'éclair qui traversa ses yeux accéléra le rythme de ma respiration. Sans s'arrêter, il me fit signe de m'en aller tout en s'égorgeant à crier. « Bah! Bah Aura! Notez qui est acquis. » Gilles Sander Joseph. Cette nouvelle de cet auteur de l'institution Saint-Louis de Gonzague est d'une amplitude tout à fait délirante sur une idée totalement inattendue. De la vraie fiction spéculative qui trouve sa raison peut-être dans des faits bien réels qu'on préfère ignorer. Tu es donc parmi les 12 lauréats. Merci d'avoir accepté de lire un extrait de ton travail. Quel âge as-tu, Gilles? On va commencer par les questions les plus triviales. J'ai 16 ans. 16 ans. Je suis en seconde à Saint-Gonzague. Ah ben ça avance bien vite. À 18 ans, tu as ton bac. Oui. Et tu fais quoi après Bon, après, le bac en poche? je voyage pour faire des études en communication et peut-être en creative writing, comme l'écriture pour apprendre à écrire et déclencher des émotions chez mes lecteurs, parce que j'aime vraiment écrire et toucher mon public. Ouais, mais j'aime bien la notion de toucher. Est-ce que pour toi, l'écriture, c'est un laboratoire du toucher? Pour moi, l'écriture, c'est un laboratoire des sens, des émotions. Quand je lis un livre, j'aime bien lire un livre avec mon frère. Et à la fin de la lecture, je lui demande comment il s'est imaginé le personnage. Et moi, je m'imagine le personnage à ma façon. Et quelle émotion il a ressenti dans telle partie. Et quelle émotion j'ai ressenti. Et parce que c'est ça pour moi, l'écriture. Et il faut toujours essayer de toucher. Par le beau peut-être, mais vraiment, c'est l'émotion d'abord. Et pour toi, Gilles, Haïti en 2042, les relations entre nos voisins dominicains et haïtiens ne seront pas au beau fixe, dans le sens où, si je prends au mot ce que tu mentionnes dans ta nouvelle, il y aurait des compagnies dominicaines qui seraient envoyées en Haïti pour mettre à mal notre agriculture. Justement, et malheureusement, ceux qui avaient été envoyés ne savaient rien, et à part 2 ou 3 qui savaient qu'ils devaient saboter nos terres pour empêcher à notre pays de produire. Et bon, c'est un bon côté parce qu'à cette époque-là, j'imagine une agriculture florissante et maintenant nos voisins envieux
vont décider d'envoyer des espions et pour venir saboter nos cultures. Et les Haïtiens ne vont pas se laisser faire. Au moment où la chose elle est sûre, il y a eu réaction. Les Haïtiens qui sont très, très malins ils vont découvrir la magouille, ils vont décider de fermer les frontières, ils vont avertir l'armée d'Haïti parce que je vous rappelle qu'à cette époque, je n'avais aucune idée qu'il y aurait une armée. Je l'ai mis dans ma nouvelle et vraiment voilà qu'aujourd'hui récemment, bon. Oui, le président Jovenel Moïse a décidé de remobiliser les forces armées. Bon, ça m'a fait très plaisir pour l'histoire, bon, pour le reste je ne sais pas. Mais oui, et puis l'armée va fermer les frontières et les Dominicains envoyés vont être emprisonnés à l'intérieur et une véritable chasse à l'homme va être lancée contre eux et ils seront captivés et brûlés sur des places publiques. Alors, en clin d'œil aux éléments de ta nouvelle, quand le président Jovenel Moïse a décidé de remobiliser les forces armées d'Haïti, est-ce que tu t'es dit « Ah, mes projections sont en train de se réaliser » Bon, oui, en partie, on peut dire ça. Et bon, j'étais surtout fier parce que je vais dire que c'était Titato. Et oui, et ça m'a fait très plaisir de savoir que j'avais imaginé quelque chose qui s'est produit et quelques temps après. Et je ne sais plus quel écrivain haïtien aime à me dire « Il ne faut jamais réduire les gens au pire d'eux-mêmes ». Dans ta nouvelle, il y a un Dominicain qui est donc en cavale, qui est poursuivi, pourchassé par les Haïtiens, et ceci pour une cause qui paraît juste, dans la mesure où il paraît être un agent infiltré pour détériorer l'agriculture d'Haïti, mais il est aidé, il est soutenu par un Haïtien. Justement, je voulais dans l'histoire mettre en exergue l'unité, et pas seulement l'unité entre les Haïtiens, mais aussi l'unité mondiale, et pour montrer vraiment que la fraternité, que nous pouvons vivre ensemble. Et il faut rappeler que le personnage Francisco Ramon n'était pas tout à fait coupable parce qu'il n'en savait rien. Il avait été envoyé pour explorer et puis et enregistrer des données. Et c'était d'autres envoyés qui s'occupaient de la mauvaise besogne. J'avais affreusement soif, mais j'hésitais quelque peu face au thermos qui m'était présenté. Les événements s'étaient succédés si vite. Je ne faisais que constater et agir lorsqu'on me l'ordonnait, sans savoir ni le pourquoi ni le comment. Je me retrouvais prisonnier d'une époque à laquelle je n'appartenais pas. Les courses-poursuites, l'intensité de chaque petite seconde me mettaient mal à l'aise. J'avais été pris au dépourvu, spectateur, impuissant d'un choc. On sent que ton écriture est dense. Est-ce que pour toi, écrire, c'est un devoir de tout dire? Ou de dire ce que le personnage ressent, pour attacher vraiment le lecteur au personnage. Et je vais dire que c'était le grand défi que je m'étais fixé, c'est dans une nouvelle d'arriver à attacher le lecteur à mon personnage. Et bon, après, selon les réactions que j'ai eues jusqu'à maintenant, vraiment à la fin de l'histoire, il y a des lecteurs qui s'étaient déjà attachés à mon personnage, à mes personnages. Donc moi, c'est ça ma plus grande fierté de toute la nouvelle. Alors, on ne va pas dire sur la fin si l'Haïtien est arrivé à aider le Dominicain ou pas. Le livre sera disponible à la Foire internationale du livre d'Haïti. C'est C3 Éditions qui est la maison d'édition qui a chapeauté la parution de cet ouvrage. Mais il y a beaucoup d'éléments dans ton récit qui m'ont interpellé. Est-ce que toi, par exemple, à 16 ans, on va revenir au sujet de l'armée, est-ce que tu es pour les forces armées d'Haïti? Penses-tu qu'il faut qu'Haïti ait une armée? Bon, tout à fait, tout à fait. C'est une question déjà répondue parce que toute nation a besoin de sauvegarder sa souveraineté. Donc, de se protéger contre des invasions, de se protéger, de rester indépendant. Mais bon, voilà, la question c'est comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que ce sont dans les bonnes manières, en fait, les normes nécessaires et les normes qui sont supposées être appliquées? Comment l'écriture, Gilles, est-elle arrivée dans ta petite vie d'adolescent? Très bonne question. J'ai commencé à lire après le 12 janvier. J'étais en plaine avec ma cousine et elle écrivait un journal intime. Elle tenait un journal intime et bon, je me suis mis aussi à écrire un journal intime, mais quelques années après, j'allais abandonner parce qu'on a... Bon. Et
Et ensuite, je sais pas, et je suis resté dans ce mode d'écrire. Et j'aimais écrire plus que lire. Je peux dire que j'ai commencé à lire seulement 2 ans après, lorsque mon professeur de français qui avait apprécié et une rédaction et m'avait demandé si j'aimais lire. Je lui ai dit, bon, je lis par occasion. Il m'a dit, non, tu dois t'y mettre réellement parce que ça peut t'amener très loin. Alors, Haïti 2042, les possibles futurs. Gary Victor, avec son imaginaire que nous respectons et que nous aimons, nous a proposé une machine à voyager dans le temps. Que des bons de 25 ans. Je vais te poser une question que j'ai posée à Amanda. En 2042, toi, est-ce que tu es écrivain à plein temps? Est-ce que tu es un Gary Victor ou est-ce que tu écris un peu comme ça, un peu pour le plaisir? Bon, je me suis fixé ce challenge. Je veux en même temps avoir une carrière professionnelle et être un écrivain professionnel. C'est-à-dire que j'aime écrire et j'aimerais faire ça toute ma vie. Surtout que j'aimerais vraiment écrire un peu comme Gary Victor avec l'imaginaire, pas seulement les sentiments ou bien critiquer ce qui se fait, mais en imprégnant mes écrits aussi de sarcasme et laisser libre cours à l'imagination des jeunes et des grandes personnes également. C'est pourquoi que j'admire beaucoup Stephen King et qui a écrit des romans qui ont été adaptés au cinéma. Notamment La Ligne Verte. La Ligne Verte, il y a également ça. Et il y a Under the Dome. Donc est-ce que ton univers de lecteur est très anglo-saxon? On peut dire ça. Parce que, bon, au début, moi, je dirais plutôt que je suis varié avec, si on dit, bon, 100%, 51% et anglo-saxon, et puis le reste, on va diviser ça, la France et Haïti. Parce que j'aime leur style vraiment et de laisser, de nous porter à l'imaginaire, de raconter l'horreur, mais ils y arrivent si bien et je pense que je vais essayer d'également raconter l'horreur et la science-fiction, la fantasy dans mes textes. Donc c'est mon objectif. On est encore dans ta nouvelle, Haïti 2042, les possibles futurs. Je rappelle que ce livre sera disponible à la Foire internationale du livre d'Haïti au kiosque de C3 Éditions. Et Gilles, tu es très optimiste. Tu dis, je m'étonnais de découvrir les récentes recherches scientifiques qui avaient abouti. Guérison du cancer, traitement plus efficace contre le sida, robotisation des voitures, tout cela me paraissait et me faisait oublier un instant que le monde était affreux. Donc en 2042, à ton avis, le sida, c'est dans la poche? Bon oui, c'est presque dans la poche le sida parce que moi-même, je suis très optimiste. Et c'est peut-être l'un de mes plus grandes qualités. Et je suis entêté également, j'étais dessus. Et je crois toujours que des choses sont réalisables, des progrès se font à l'avenir, même si parce que tout n'est jamais noir, tout n'est jamais blanc, mais tout est gris. Ouais, le gris, c'est forcément un entre les deux qui prédomine. Mais ton parti pris stylistique maintenant, quand tu prends ton style, ta façon de procéder, ta façon d'écrire, est-ce que tu sens des écrivains en toi, tes lectures? Est-ce qu'ils t'influencent à ce point-là ou est-ce que tu es dans une autre démarche de création? Je ne me sens pas vraiment, je sens pas vraiment mon style dicté ou bien inspiré de celui d'un autre écrivain parce que c'est vrai, j'aime lire les autres écrivains pour les idées et pour regarder vraiment leur démarche. Mais je prends des indices et pour créer mon propre style, pour être personnel et puis peut-être que quelqu'un lira mon texte et dira « Oh, il a la touche de Gary Victor, de Daniel Laferrière. Et une autre personne dira « Bon, c'est plus Stephen King. Mais j'essaie vraiment de créer mon propre style. Et bon, j'espère y arriver très bientôt. Je m'appelle Francesco Ramen, mais on m'appelle Fran, dit-il. Je suis dominicain, marié et père de 3 adorables enfants. Je suis agronome et chimiste. J'ai été dépêché en Haïti avec une équipe de 14 autres collègues depuis près de 2 mois pour l'étude de la constitution des sols haïtiens et du climat afin de découvrir les facteurs responsables de la qualité standard de vos produits. Du moins, c'est ce que je croyais. Ma question pour toi, est-ce que tu penses que très souvent, des individus ayant de bonnes compétences, ayant une grandeur d'âme magnanime, ont été instrumentalisés dans des entreprises maléfiques à leur détriment, sans qu'ils ne le sachent? On voit ça tout le temps dans les films. Et bon,
c'est un autre univers que j'aime, regarder les films d'action, les films d'horreur. Et parfois, le personnage, le protagoniste est innocent. Il agit à son insu ou bien il est forcé. Et bon, les plus braves choisiront la mort, mais tout le monde n'a pas cette bravoure. Et bon, parfois, on succombe. Mais je pense que oui, certains sont poussés à agir contre leur volonté. Les possibles futurs, Haïti 2042, le livre sera à la FILA. Gilles, je te donne le job de chroniqueur littéraire. Donne 2 raisons pour qu'un jeune de ton âge achète ce livre à la FILA au cours de ce week-end. La première raison, c'est que les gens ont cette mauvaise image des jeunes, de la jeunesse haïtienne. Et j'aimerais que ce livre soit vendu à un point tel que les gens changent leur pensée et vraiment savent qu'il y a des jeunes qui écrivent, il y a des jeunes qui font de bonnes choses et vraiment ça donnerait une meilleure image à notre Haïti, à notre jeunesse. Et la deuxième chose, c'est que si tu aimes rêver, si tu aimes imaginer, et je pense que le rêve a un très grand pouvoir. Bon, j'avais rêvé d'être invité à Délivrez-vous et me voilà. Donc oui, le rêve a un très grand pouvoir et je pense que ce livre est un bon médium. Ce livre est un voyage rapide et plein d'émotions, plein de sentiments et qui vont faire frétiller vos sens vers l'imaginaire, vers le rêve. Allez, Haïti 2042, merci Gilles Sanders-Joseph. Je rappelle que tu fais partie des 12 lauréats. Ta nouvelle a pour titre Collision et nous sommes à la page 159. Mesdames et messieurs, 2042, Haïti, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils passent sur le plateau. Délivrez-vous le temps de votre deuxième respiration et j'en reviens avec une autre lauréate. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Je suis prêt, dis-je, me jugeant un peu fou de faire confiance ainsi à mon ami. Il pressa le bouton de mise en marche. C'était tout simplement incroyable. Je sentais mon corps se diviser en plusieurs millions de petites particules tout en restant entier. Des tiraillements parcouraient mes membres supérieurs et inférieurs. J'étais à la fois apeurée et excitée. Je passais à travers des images floues et des sons diffus. Trop rapides pour que je capte quoi que ce soit, ou bien c'était eux qui passaient à travers moi. Je ne savais plus que croire, ni quoi comprendre. Je m'accrochais seulement à l'image réelle du présent que je gardais de toutes mes forces dans mon esprit, à savoir celle de Roger en train de presser le bouton vert de la machine. D'ailleurs, pourquoi il était vert ce bouton? Pourquoi il était vert ce bouton? Les possibles futurs Joédine Jean-Baptiste, qui est du collège Nouvelle Source, le voyage dans le futur peut réserver bien des surprises. Voici le texte qui a fait l'unanimité du jury du concours de nouvelles par sa simplicité et la situation assez surprenante traitée par l'auteur. On rêve parfois de revenir en arrière pour changer bien de choses. Le futur aussi peut vous remettre sur le droit chemin. Donc ta nouvelle a fait l'unanimité du jury. Tu as quel âge toi? Je commence toujours par cette question tellement bête et maladroite. J'ai 17 ans. Mais c'est comme si l'âge de quelqu'un déterminait sa carrure et son talent. Bon? Tu penses que l'âge joue sur ces éléments-là? Non, je ne le crois pas. Je crois plutôt que le talent, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis qui vient à tout âge. Ouais. Donc 17 ans, c'est normal que ton texte ait l'unanimité du jury. Oui, c'est normal. Les possibles futurs, tu es en philo, j'imagine? Oui. Et tu es tout excité de passer ton bac?
Oui. Tu aimes bien Platon, Socrate, Spinoza, ce sont tes copains? Oui, Et Pétion, il est ton copain aussi, Christophe, Pétion. Dessalines? bien sûr, depuis très longtemps d'ailleurs. Ah ouais, donc ces messieurs-là sont dans la poche. Oui. Mais la littérature fait partie de tes chants préférés. C'est ton dada. Depuis quand écris-tu avant d'entrer dans les séquences de ta nouvelle? Si on veut parler d'écriture à proprement parler, j'écris depuis très peu. Cependant, je lis depuis très longtemps. Parce que je suis pratiquement née dans une famille où l'écriture, la lecture, c'est quelque chose de sacré. J'ai grandi dans une grande bibliothèque, au pied d'une grande bibliothèque, et j'ai commencé à lire avant d'entrer en école primaire, parce que ma maman, elle est jardinière, elle m'a appris à lire. Ensuite, mon père, qui était médecin, qui avait plein de livres, j'ai commencé à lire tous ces livres avant d'entrer dans le secondaire. Ce qui fait que avant d'avoir étudié la biologie, je connaissais déjà le fonctionnement du système digestif. Alors, Ça fait déjà un bon capital culturel. C'est comme ça que j'ai acquis toutes les connaissances qui permettent à quelqu'un d'écrire. Mais j'ai commencé à écrire, c'est en 2015. À la suite d'un événement en particulier où tu étais tellement rempli de tes lectures que tu étais dans ce besoin de créer du sens toi-même. J'étais saturée. Ouais. Il fallait que j'écrive. Il fallait te déclarer, toi aussi, au monde. Oui, parce qu'à cette époque, j'avais lu près d'1 millier de livres. Et puis, ce que j'avais prêté, ce qui était dans ma bibliothèque, la bibliothèque des autres, j'étais devenue une, si je peux utiliser un néologisme, une livrophage. Ouais, carrément quoi. Carrément. Tu as consommé beaucoup de livres. Oui. Alors, j'ai commencé à écrire et puis, c'était une petite histoire, un roman. Et puis, j'ai laissé tomber. Et puis, lorsque j'ai appris le concours, j'ai entendu parler du concours. Mais comment as-tu entendu parler de ce concours Haïti 2042, les possibles futurs qu'organise le CEPEC et la prof, et C'est Toi Édition est partenaire pour l'édition? C'est une amie qui avait lu mon manuscrit, celui que j'avais commencé en 2015, et puis elle m'a dit, tu écris très bien. Et puis elle m'a apporté le journal où on parlait du nouvel incipit, de la 4e édition du concours. Et puis j'ai sauté sur l'occasion. J'ai écrit ma nouvelle, je l'ai présentée à mon professeur qui m'a accueilli à bras ouverts. C'était mon professeur de littérature haïtienne. Et puis, il a corrigé avec moi et puis j'ai envoyé ma nouvelle. Carrément. Et dans ta nouvelle, éclair, vrombissement, bourdonnement, secousse, et tout à coup, ce fut le calme plat. Mes pieds touchèrent le sol doucement et le paysage se matérialisa autour de moi. Il me fallut plusieurs secondes avant de pouvoir m'orienter puisque je ne reconnaissais pas vraiment l'endroit où la machine m'avait emmené. Donc la machine qui permet de voyager dans le temps, de faire des bonds de 25 ans vient d'atterrir. Et ton personnage tombe sur une dame. Oui. Ouais. Et il demande s'il est à Turgeau. Alors il demandait où il était. Et puis la dame lui a répondu qu'il était à Turgeau. Cependant, il ne pouvait pas comprendre comment ça se faisait qu'il soit à Turgeau parce que c'était Turgeau tout à fait transformé, tout à fait métamorphosé. Ce n'était pas le Turgeau qu'il connaissait dans le présent. Mais en même temps, après m'avoir regardé bizarrement, elle s'éloigna de moi presque en courant. Décidément, ce peuple n'a pas changé, même après 25 ans. Les Haïtiens sont méfiants. Des fois, lorsque quelqu'un vous aborde dans la rue, vous avez peur. Vous vous demandez qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle veut de moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est en nous et que je voulais mettre dans l'histoire. Carrément. Page 142. Toujours dans mon voyage d'exploration, je passais devant une maison d'artisans, un restaurant, puis une banque commerciale. J'observais une école maternelle adjacente à une clinique dentaire située tout près d'un magasin de chaussures. Je remarquais que toutes les cours étaient boisées et certains trottoirs parsemés de plantes ornementales qui éblouissaient même les yeux les moins sensibles à la beauté. Tout était étonnamment propre et d'une magnificence à nul autre pareille. Donc Haïti en 2042, c'est ça que tu vois à l'horizon, que tu visualises à l'horizon. C'est ce que je souhaite. D'ailleurs, si vous pouvez le remarquer,
malgré l'explication qui est courte, j'ai mis tout ce dont on aura besoin. Alors, tout ce dont on a besoin dans une ruelle. Est-ce que vous comprenez? Tout ce dont on a besoin dans le pays, mais je l'ai mis dans une ruelle. L'hôpital, l'école, un bon fonctionnement bancaire, des habits. On a besoin de l'artisanat aussi, qui puisse être, disons, que l'artisanat soit mis en valeur. On a besoin de propreté, on a besoin des plantes aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai décrit Tiojo comme ça. Le joli élément de surprise de ta nouvelle, c'est ton personnage qui va rencontrer sa future enfant. Donc, comment ça t'est venu à l'esprit de provoquer cette rencontre-là entre un père qui n'est pas encore père, mais dans 25 ans, il rencontre déjà sa fille, la fille ne sait pas. Comment tu as ficelé cet élément dans ta nouvelle? Ce dont j'avais besoin, c'est... Premièrement, j'avais besoin de quelque chose qui allait sensibiliser mon personnage principal. Et je suis quelqu'un de très sensible, de romantique, donc il fallait quelque chose de sentimental, d'émotionnel dans la fiction. Alors, c'était quelque chose, c'était l'histoire, c'est de la science-fiction. Mais je voulais quelque chose qui soit émotionnel, qui puisse capter les lecteurs, qui puisse entrer dans leurs sentiments. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi le protagoniste ne rencontrerait-il pas sa fille? Et surtout, plus tard, je pourrais utiliser cet élément pour pouvoir donner au protagoniste quelque chose pour qu'il puisse mettre, je veux dire, pour qu'il puisse changer de direction, parce qu'il avait abandonné sa petite amie enceinte. Ouais, parce que la fille a fait montre d'une grande perspicacité d'esprit entre-temps. On sent que c'est la fille qui a éduqué son père. Donc, est-ce que pour toi, très souvent, dans le rapport enfant-parent, il y a beaucoup d'éléments que les enfants comprennent mieux que les parents et seraient même en droit d'enseigner à leurs parents? Je pense toujours que tout le monde peut être professeur de tout le monde. Et je crois que les meilleurs professeurs sont les enfants. Parce que eux, ils sont sincères. Et ils ont une transparence que les grandes personnes n'ont pas. Ils posent des questions que les grandes personnes ne se poseraient même pas à eux-mêmes. Alors, des fois, les enfants surprennent leurs parents par certaines questions ou par certaines réflexions. Donc, oui, je crois que les enfants peuvent apprendre des choses à leurs parents. Veux-tu nous lire un extrait de ta nouvelle? C'est bien de t'entendre lire comme ça, mais on sent que tu es une personne très calme. Est-ce que tu écris dans le calme aussi? Qu'est-ce qu'il te faut comme situation matérielle de production? La nuit. La nuit déjà? Ton père, il dort, ta mère, elle dort? Tout le monde dort. Lorsqu'il y a l'électricité, il y a le réfrigérateur comme bruit de fond. J'aime travailler à la salle à manger. Parce que là, j'entends le bruit du réfrigérateur et c'est comme un background qui me calme, qui me berce. Ou bien le ventilateur aussi, ça dépend. Mais il te faut quand même un petit bruit de fond. Oui. Et tout ça pour porter le souffle de ton propos. Lis-nous donc un extrait de ta nouvelle. Tais-toi et écoute-moi. Changer un pays est une tâche paradoxale, à la fois compliquée et simple. Ce que tu dois commencer par faire, c'est te changer toi-même, tes actes, ta façon de voir le monde qui t'entoure, la manière dont tu te comportes avec les gens. Quand tu te débarrasses d'un déchet, par exemple, le mettre dans la rue ou dans une poubelle inclinera vers l'un des futurs que nous venons de voir. Le sérieux avec lequel tu prendras tes études, l'exemple que tu projetteras en tant que jeune haïtien pour les plus jeunes, pour tes pères ou même pour tes aînés, tout cela pèsera dans la balance. Comme la dignité avec laquelle tu assumeras tes erreurs, le soin que tu donneras à la nature qui t'environne et l'affection que tu partageras avec tes proches comptent aussi. Je ne vais pas commencer à t'énumérer tout ce que tu devrais faire durant ces prochaines années pour tout changer, car je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais ce qui est bien. Tu sauras quoi faire. J'ai confiance en toi. L'avenir a confiance en toi. L'avenir a donc confiance, ça, c'est la fille qui est en train de parler à son père.
Et il lui dit, mais pour changer un pays, il faut d'abord se changer soi-même. Est-ce là le cœur de ton propos, de ton message? Serais-tu une écrivaine à message? Ou pour refaire Haïti, il faut un changement de paradigme et il faut que nous autres Haïtiens, nous puissions faire un travail sur nous-mêmes d'abord, un travail dans l'être haïtien. Oui. Haïti, c'est un peuple qui... Alors, les Haïtiens sont un peuple qui ont besoin de beaucoup de messages, de temps en temps. Alors, je considère que si j'écris pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes, pour tous ceux qui veulent lire, il faut que mes écrits aient un message. Alors, le message que je voulais faire sortir dans ma nouvelle, c'est que notre futur est en alarme. Il est menacé et il appelle à l'aide. Alors, nous avons besoin non seulement d'une prise de conscience, bien sûr, mais le plus important, c'est cette prise de conscience doit être suivie des actions. Nous devons poser des actions. Parce que les prises de conscience, ça reste dans la tête. Mais il faut poser des actions. Il faut la aussi. praxis, il faut acter dans le réel. Il faut matérialiser les pensées. Donc c'est ça qu'il faut. C'est le changement dans nos relations, le changement dans nos actions, le changement avec nous-mêmes et avec tous les autres. C'est de ça dont nous avons besoin. Et c'est ce message que je veux faire passer. C'est ce message qui est poignant et très touchant, qui m'a même ému. Je suis rarement ému, hein, tu vois, donc ça m'a même touché. Haïti 2042, les possibles futurs, c'est toi édition, mais donne 2 raisons à une jeune fille de ton âge pour qu'elle se mette à lire non seulement ce livre, Haïti 2042, publié chez C'est toi édition, mais également tous les autres livres qui sont disponibles et qui seront à la FILA. Eh bien, tous les livres sont des boîtes à trésors. Immédiatement que vous prenez un livre et que vous le lisez, après avoir terminé le livre, vous partez avec quelque chose. Vous partez avec un package. Vous êtes quelqu'un d'autre. Pourquoi vous êtes quelqu'un d'autre? Parce que vous avez une partie de quelqu'un d'autre à l'intérieur de vous. Le livre a été écrit par un écrivain, donc vous avez cette partie de cet écrivain à l'intérieur de vous. Alors, Haïti 2042, les possibles futurs, lorsque vous venez, vous l'achetez, vous le lisez, vous avez 12 écrivains à l'intérieur de vous, sans compter Gary Victor qui a dirigé cette écriture. Ensuite, c'est un livre qui est magnifique. Chacune des histoires sont particulières. Nous avons 12 esprits, 12 grands esprits. 12 personnes qui ont du talent et qui pensent aussi. Alors, lorsque vous achetez ce livre et tous les autres, vous partez avec des trésors inestimables qui sont ces livres. Donc, tu as parlé, Joédine Jean-Baptiste, prendre ce livre à la FILA, Haïti 2042, les possibles futurs, c'est partir avec 12 écrivains dans la boîte, dans le cœur, dans le ventre, et 12 jeunes écrivains. Tu as 17 ans, c'est ça que tu me disais, 17 ans, et ces jeunes-là sont tous, l'un et l'autre, très talentueux. Mesdames et messieurs, le temps de votre 3e respiration à cette émission. Merci Joédine, bonne continuation. Merci à toi, D'Angelo. Moi, j'adore ton calme olympien. C'est l'Olympe qui parle en toi. Allez, le temps de votre 3e respiration. On revient tout de suite avec un autre invité, le dernier pour cette série sur Haïti 2042. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
Mesdames et messieurs, vous suivez Des livres et vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Je suis tellement enthousiaste aujourd'hui parce que j'ai le plaisir de recevoir la crème fraîche de la jeunesse de ce pays. J'ai le plaisir de recevoir les nouvelles plumes qui vont émouvoir le lectorat haïtien dans quelques années. Les possibles futurs Haïti 2042, recueil de nouvelles sous la direction de Gary Victor, grand concours national de nouvelles, publié chez C3 Éditions. Et là, pour le coup, je m'en vais recevoir le lauréat national au baccalauréat. C'est un brillant qui va faire son délivrez-vous. Il nous vient de Jacmel, il s'appelle Brunet Blaise. Et je vous lis ceci très rapidement. L'auteur de cette nouvelle, du centre Alcibiade Pomerac de Jacmel, nous entraîne ici dans un voyage psychédélique en se servant d'une écriture angoissante, foisonnante de sensations et d'images. Difficile de sortir indemne d'une telle plongée dans un futur aussi chaotique et peut-être difficile à éviter. Sa nouvelle s'appelle Les Portes. Bienvenue Brunet Blaise. Merci, bonjour, bonjour. Lauréat que tu es, lauréat de ton État, lauréat national de ton État. Félicitations pour ça. Merci. C'est un bon travail qui a été mené. Tu as donc fait philo A, tu es donc dans les lettres. Est-ce qu'à ton école, tu as la réputation d'être le petit littéraire? Disons qu'en tout cas, beaucoup connaissent ma passion pour la lecture et pour l'écriture parce que j'ai commencé très tôt et mon répertoire littéraire, c'est très vaste. Je lis beaucoup, beaucoup. Et tu as commencé sous l'influence de tes parents ou un peu, tu as développé de l'appétit pour les choses de l'esprit par toi-même? Et mon premier souvenir de lecture remonte à ma tendre enfance, donc ça m'est venu par hasard. Donc il y avait des livres à la maison, il y a plein de livres à la maison. Donc j'ai ouvert par hasard un livre de contes, c'était les contes du Cormoran et de Leder. Et donc j'ai fait ce voyage, c'était fascinant, donc je me suis senti heureux. Donc j'ai décidé pour la suite de continuer. Donc, et j'ai lu. Donc, voilà. Et donc, ça a donné des résultats. Lauréat national au baccalauréat, tu as remporté d'autres prix. Te voici parmi les lauréats de ce concours de nouvelles, Haïti 2042, les possibles futurs. Comment déjà tu as été mis au parfum de l'existence de ce concours national de nouvelles? Disons que j'ai eu cette chance de recevoir, non, notre école, disons, a eu cette chance de recevoir la visite de Gary Victor qui est venu. Il est passé dans les classes et il a fait l'annonce, il nous a dit qu'il fallait participer, que c'était un grand concours. Donc, le jury m'a impressionné. Donc, des écrivains qui me passionnent, que je suis passionné par ces écrivains qui me fascinent, disons. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? D'ailleurs, disons que depuis le 12 janvier, j'ai commencé à écrire. Donc, la première chose que j'ai pu écrire date du 12 janvier. Donc, je me suis dit, il faut continuer à écrire. Donc, je me suis dit que j'allais participer justement à ce concours. Donc, tu commences à écrire après un cataclysme. On a eu des milliers de morts, malheureusement. Est-ce que ça rentre en résonance avec ta vision de l'acte d'écrire? Est-ce que écrire, c'est toujours un échappatoire face aux tracasseries du réel? Disons certainement, en tout cas, certainement. Parce que, disons que ça m'a manqué profondément. D'ailleurs, c'était le jour de mon anniversaire. Donc, d'autant plus. Donc, et puis, les horreurs, ça transparaissait clairement. Et donc, disons, ça m'a manqué. Et j'ai voulu essayer de transmettre ces visions angoissantes, ces images un peu irréelles qui font peur. Mais disons que, pour moi, l'acte d'écrire, c'est justement un échappatoire, mais ça tient plus du rêve. Je me sens transporté lorsque j'écris ou même que je lis. C'est un voyage. Et chaque fois que je découvre un auteur et que cet auteur me fascine, par exemple, récemment, ça a été Gabriel Garcia Marquez. Lequel des Marquez, dis donc? Donc, c'est 100 ans de solitude. 100 ans de solitude. C'est un roman absolument merveilleux. Tu as été dans ce village, Macondo. C'était un voyage époustouflant, un voyage vraiment onirique. Donc, ou bien, l'année dernière, j'ai découvert Stefan Zweig. Ouais. Le joueur d'échecs. La confusion des sentiments? Oui, mais beaucoup d'autres. Mais disons que chaque fois que je découvre un auteur et que j'ai la chance de le lire, et disons que c'est un voyage sensationnel. Et j'aimerais pouvoir produire cela dans le futur. Et c'est de transmettre cette rage, cette fougue, cette verve ou bien cette passion qui transparaît clairement dans l'œuvre de tous ces auteurs.
Alors, ta nouvelle a pour titre « Les portes Brunet Blaise ». Veux-tu ouvrir une porte sur ta nouvelle? Veux-tu lire un extrait? Les téléspectateurs pourront déjà commencer à goûter à ton jus. Bien sûr. Donc, je vais le faire. Donc, c'est à la page 41. Je te suis, mon frère. 41. Lorsque je franchis la porte du sud, l'odeur révulsive de la putréfaction emplissait l'air. Ce fut une odeur qui défiait l'imagination. Haïti éviscéré exhibait le triste spectacle de ses boyaux. Les plaies purulentes de l'érosion, de l'anarchie, de la corruption et de la pauvreté exhalaient leur relent putride. Des blessures insidieuses la rongeaient. Sa chair inguinale mortifiée laissait couler des gouttes de sang alors que de fréquents soubresauts secouaient sa carcasse dépecée. Une réalité macabre qui me glaça le sang. Sur cette île aux couleurs ternes, les habitants avaient atteint le summum de la barbarie, de la cruauté. Je tiens à rapporter quelques exemples de ce que je vis d'abject et d'immonde, quelques exemples parmi une multitude qui témoignaient de la banalité et de la normalité du mal aux yeux de ses habitants. Les monts tordaient leurs flancs décrépits au souffle froid du vent, pendant que sur le bitume, un homme gisait maculé de sang. Autour de lui, une grande foule le conspuait et de nombreux projectiles heurtaient son corps ensanglanté, sillonné d'entailles. Un homme arriva avec un nœud qu'il enlaça autour du martyr, pendant que d'autres l'aspergeaient d'essence. Une allumette crépita et dans la pénombre crépusculaire, la bougie humaine fut allumée. C'est un passage, mais bien écrit. Bravo Brunet Blaise. Je te dis, je ne fais pas de fleurs en littérature. Je fais des fleurs dans d'autres domaines, mais en littérature, je peux être très acide. Mais là, ce passage est bien écrit. Mais je sens un parti pris pour le mot dans ton travail. Je sens que le mot pour toi est une entité de sens qui te travaille. Le mot n'est pas balancé comme ça, il est choisi, il est ficelé. Disons que je pense que les mots bien agencés créent des sensations particulières et il faut travailler sur la multiplicité de ces sensations. Et je pense que c'est un travail, le travail de l'écrivain, c'est toujours de créer des images, des sensations toujours plus fortes. Donc c'est ça. Lorsque j'écris, j'essaie vraiment de créer des images, de choisir des mots qui touchent. Alors voilà, c'est ça. Et tout carrément. Et en même temps, tu as déjà, à ton âge, quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Tu as 19 ans, tu as déjà ce qui constitue, à mon avis, le génie de beaucoup d'écrivains. Le sens de la formule. Quand tu dis « la bougie humaine fut allumée », tu es quand même en train de décrire une scène assez macabre. Ouais. On est en train de mettre en feu un homme. Ouais. Est-ce que pour toi, le métier du littéraire, c'est de donner à voir la laideur par des procédés esthétiques? En tout cas, ce qui me passionne chez beaucoup d'écrivains, c'est leur habileté à écrire, l'habileté à créer des formes qui soient fortes. Je pense que c'est incontournable. Pour être écrivain, je pense qu'il faut savoir manier le verbe, manier cette faculté, cette capacité à créer des images. Donc, je pense oui. Pour transcrire tout. Donc, c'est pour ça que mes auteurs préférés, et j'aime toujours... Je fais des lectures lentes, des lectures profondes où j'essaie vraiment de m'imprégner de leur style, de leur façon de faire, de leur forme. Parce que je pense que ce n'est pas un hasard, de tout ce qu'ils écrivent. Je pense que parfois c'est une passion, mais des fois il y a des images qui sont tellement fortes et je me dis que ça en vaut la peine. Ouais. C'est bien d'avoir cette posture-là lorsqu'on lit. C'est comme un prédateur généreux où tu as l'impression de prendre dans le livre et après tu restitues puisque toi aussi tu fais du texte. Alors, si on va ouvrir une porte plus profonde et plus intime dans ta nouvelle, il s'agit de quelqu'un qui dispose donc de cette machine à voyager dans le temps, cette machine qui peut faire des bonds de 25 ans. Ce qui va se passer, c'est qu'un ami va partir, va explorer. Il faut que tu y retournes parce que là, il y a déjà été une fois et il a vu beaucoup d'horreurs. Quoi, dis-je surpris? Je t'assure, notre avenir à tous en dépend. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais il faut que tu y ailles et vite. Je veux comprendre, lui dis-je. Il faudra que tu fermes la porte méridionale et la porte orientale. Ne laisse ouverte que la porte occidentale. Mais pourquoi?
Tu poses trop de questions, Bernard. Je t'expliquerai à ton retour. On sent que la machine à voyager dans le temps, la machine qui permet de voir ce pays dans 25 ans, est détenue par un malfaiteur. Oui. Je vais te provoquer politiquement. Est-ce que tu estimes qu'en Haïti, les gens qui sont les gardiens du futur n'organisent pas ce futur pour qu'il soit bien pour tout le monde? Disons que je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. je vais pas. Non, mais certainement, je pense qu'il y a des devoirs, qu'ont ces dirigeants qui ne sont pas respectés. Donc, je pense qu'il faudrait repenser profondément l'administration de la cité, parce qu'à l'origine, c'est ça la politique. Absolument. Donc, je pense qu'il faut dépasser le nombrilisme, je dirais, cette volonté de ne voir que soi-même, essayer de voir les autres. Et justement, le protagoniste de ma nouvelle, il a dépassé sa petite personne pour voir tout un peuple. Et c'est ce qui fait la différence, je pense. À ce sujet, je pense qu'une œuvre qui m'a vraiment manqué, d'ailleurs j'ai pleuré lorsque je l'ai lu pour la première fois, c'est Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Il faut, selon moi, un sacrifice, mais un sacrifice personnel. Mais un sacrifice qui n'implique pas forcément le sang, mais un sacrifice personnel. Et je pense que conjugué à tout ce que les autres lauréats ont pu dire, c'est ce qui va donner le véritable changement. Donc, tu penses que le futur sera possible que si déjà, maintenant, dans ce présent, nous constituons une sphère commune de citoyenneté? Oui, bien sûr. Il faut être ensemble. Ouais. Parce que ton personnage, on ne va pas dire ce qui s'est passé. Oui. Les gens vont acheter le livre ce week-end à la FILA, la Foire internationale du livre d'Haïti qu'organise la DNL. Mais le personnage qui a pu voyager dans le temps, il a le choix entre laisser crever tout le monde et sauver sa peau et la peau de son ami, ou permettre à tous d'avoir accès au bonheur. Oui. On va lire un autre extrait de ta nouvelle qui est en italique. Déjà, peux-tu nous dire pourquoi ce parti pris en italique? C'est parce que c'est deux mondes. Et c'est le monde le monde d'avant la machine et le monde d'après la machine. Donc, je dirais que c'est une séparation qui est utile. Ouais, une bonne séparation. On va lire un petit extrait. Je fus à nouveau projeté dans la salle circulaire. Je me dirigeais vers la porte orientale, passant devant la porte septentrionale qui était fermée. Des volutes blanches. Tu vois, j'adore ta plume, il y a les mots précis, une précision lexicale. Des volutes blanches nimbaient ses hauteurs qui luisaient d'une douce lueur et semblaient répandre des senteurs de jasmin. Pourquoi avoir fermé cette porte d'où s'échappait de si douces fragrances? Et pourquoi surtout lui préférer ce monde ambigu et suffocant? On est en train de retourner encore sur ce qu'on vient de dire. Es-tu en train d'écrire ici qu'il y a des gens en Haïti qui ont le choix entre ouvrir la porte de jasmin, de bonne odeur pour tout le monde, qui refusent de l'ouvrir, cette porte, et qui préfèrent ouvrir la porte des horreurs? Mais disons que c'est encore plus complexe ici. C'est que la porte septentrionale, il est impossible de l'ouvrir. Ça a été déjà fermé, c'est un futur clos. C'est un futur qu'il est impossible maintenant de visiter. Le futur du sacrifice, c'est la porte orientale. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette porte, c'était une belle porte. Et c'est un avenir que je ne connais pas, inutile de me demander des questions là-dessus, je ne connais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Mais c'est un futur susceptible de changement, mais qui a été fermé à cause d'un égoïsme. L'égoïsme de Roger, c'est Roger qui l'a fermé cette porte. Mais maintenant, la question, pourquoi préférer ce monde ambigu et suffocant? J'ai toujours aimé le style de Kafka. Donc, la façon de faire de Kafka, de cette absurdité dans l'œuvre. Mais Brunet, ce pays est extraordinaire. À 19 ans, tu as déjà lu Kafka. Oui, donc, le procès, le personnage typique du héros kafkaïen. Oui. Donc, Samsa, tu le connais autant que moi. Tu vois, ce pays a de l'avenir quand même. Bon, tu sais, en France, il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui ne connaissent même pas le nom Kafka. Bon, je te laisse continuer. Donc, disons, oui, justement, c'est ambigu et ce monde ambigu et suffocant, pourquoi l'avoir choisi? Et donc, ce narrateur, involontairement, il est en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'il va avoir, heureusement avoir ce recul pour changer les choses. Parce que s'il avait été ignorant, s'il avait procédé avec naïveté, rien n'aurait changé. Ouais. Il n'aurait jamais su
les plans maléfiques de Roger et puis il n'aurait rien changé finalement. Donc je pense que c'est pour dire que aussi il faut cette part de lucidité dans notre rapport réel, de voir les choses et essayer de voir comment on peut changer les choses. Il faut cette vigueur et cette présence d'esprit pour voir les choses. Il faut de la lucidité. Oui. Donne une raison à un jeune garçon de ton âge pour qu'il achète ce livre à la Fila ce week-end. Une seule raison. La raison, c'est que... bon, il y en a plusieurs, mais bon. La raison, c'est parce que je pense que c'est un voyage à nul autre pareil. Bon, je dirais, bon. Et c'est peut-être jouer un peu exagéré, vous me direz, mais c'est un voyage à nul autre pareil parce que c'est un incipit assez particulier, très original. Et aussi, c'est une vision différente de 12 jeunes dans tout le pays. Et ces jeunes ont une manière de voir le pays qui est tout à fait, impressionnant, je dirais. Donc, cette vision, ce voyage, c'est un voyage qui devrait être fait par tout le monde, par tous les Haïtiens. Donc, je vous invite à faire ce voyage, à voyager dans le futur de 2042 à travers 12 écrits. Donc je souhaite que ce voyage sera un beau voyage. Je sais que vous allez être angoissé un peu par mon écriture un peu bouleversante, un peu pessimiste, bon, dans beaucoup de parties, mais je vous encourage vraiment à lire parce que je pense que ça peut changer déjà une manière de voir. Ouais. Merci Brunet Blaise. Je rappelle que tu fais partie des 12 lauréats de ce concours. Et le temps maintenant que je fasse des excuses aux autres lauréats, ils sont 12. Le temps étant ce monsieur qui bouffe toujours de l'espace, je n'ai pas pu avoir les conditions logistiques nécessaires pour recevoir les 12 candidats, les 12 lauréats, pardon. Je donne néanmoins leur nom. Il y a Ronardi Abélard, il y a donc Brunet Blaise, il y a Amanda Coty, Kathleen Théodora Désiré, Giovanni Desjardins, Barbara Ouidjé Dorville, Joédine Jean-Baptiste, Gilles Sander Joseph, Ruth Judley Joseph, Nichardley Mitilien, Gerda Petit-Nord, Shinlove Teresa, Danaïka Prévillon. Ce sont donc ces 12 jeunes qui ont pris part à ce concours de nouvelles qu'a organisé Gary Victor via une structure qui s'appelle CEPEC et l'Association des professeurs de français d'Haïti. Le livre, vous avez maintenant le titre en tête, Haïti 2042, les possibles futurs, publiés chez C'est-Toi Éditions. Fred Brutus qui fait un travail exceptionnel et qui va présenter beaucoup d'autres titres intéressants à la Fila les 15, 16 et 17 décembre. Et la Fila est organisée par la Direction nationale du livre, l'ADNL, qui soutient cette émission que vous recevez chez vous une fois par semaine. Merci donc de continuer à nous suivre. Gardons bonheur. Merci à l'équipe technique qui me permet de vous présenter cette émission une fois par semaine. Merci à Gary Victor d'avoir organisé cette émission, d'avoir amené les jeunes et tout. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.